Bonjour à tous, merci de participer à cette présentation. En 20 ans, c'est le premier webinaire. On aura une particularité aujourd'hui, c'est qu'on sera deux intervenants. Il y aura un temps estimé qui sera de 40 minutes, avec 15 minutes pour poser des questions en fin de présentation par chat si possible. Aujourd'hui, nous souhaitons vous apporter un éclairage sur la solution déployée par MapClim visant à améliorer la barrière de protection contre la contamination microbio aéroportée. Donc, je ne sais pas si tout le monde nous voit, si tout le monde nous entend. N'hésitez pas à nous envoyer par chat des commentaires si effectivement vous êtes bloqué ou si derrière vous avez des difficultés particulières à nous entendre. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un chat. On va essayer de voir s'il y a des commentaires à ce niveau-là. Pour ma part, je me présente, je suis François Tojagic, l'un des deux co-gérants de la société MapClim et cofondateur aussi de la société MapClim. Bonjour, je suis Olivier Piègre, en charge du développement chez MapClim sur un secteur géographique bien précis et également en charge de la proposition de solutions, de la structuration de cette offre de point de vue commercial. Donc aujourd'hui, que vous soyez dirigeant d'entreprise, directeur de site, responsable de l'immobilier, voire même exploitant ou installateur de systèmes de ventilation, et également pour certains en charge de l'hygiène, de la responsabilité de la santé de vos collègues et de vous-même, bien sûr, ou tout simplement en tant que citoyen, on se pose tous des problèmes à titre personnel. Là, bien évidemment, nous sommes dans un cadre professionnel. Effectivement, nous passons tous énormément de temps au bureau, en présentiel, même si le télétravail se démocratise. Et de toute manière, de ce fait, naturellement, on s'interroge sur l'impact de la ventilation vis-à-vis de la propagation des virus et bien évidemment vis-à-vis de ce désormais historique Covid-19. Donc, en guise d'introduction, nous avons listé différentes questions que vous avez donc sous les yeux. Bon, évidemment, liées à la filtration. Et la question centrale, c'est comment assurer une meilleure protection de mes collaborateurs par les temps qui courent. Voilà, donc la santé est importante, bien évidemment, pour nous-mêmes. Mais les salariés en bonne santé, c'est également une entreprise qui peut être pérenne et qui va forcément être en meilleure santé. Voilà, donc rentrons dans le vif du sujet. Alors, tout notre argumentaire va se baser sur les particules, la problématique liée aux particules, parce qu'aujourd'hui, on parle effectivement du Covid, mais la problématique des particules est quand même assez importante, puisque, comme beaucoup peuvent le savoir, le virus n'a pas d'aile, il ne peut pas effectivement voler par lui-même, il lui faut fatalement un support. Et on a pour habitude de dire, que ce soit dans les milieux industriels ou même dans les milieux pharmaceutiques, que la particule est vecteur de contamination. Fort de ce constat, tout notre argumentaire va être effectivement sur comment piéger la particule de manière à limiter la propagation du virus qui, à un moment donné, dans des systèmes de ventilation, peut être véhiculé, et en particulier par rapport à des contraintes de filtration pour limiter cette propagation. Vous l'aurez bien compris, la base de notre raisonnement tourne autour de l'approche particulière. Au niveau des vecteurs de contamination, certains, effectivement, vecteurs de contamination sont en particulier les particules. C'est pour ça qu'on a pour habitude de dire que la contamination microbiologique aéroportée dépend de la concentration en particules. On identifiera à ce titre deux vecteurs particuliers. Le premier, c'est la particule égale support de contamination. Donc, on va développer un petit peu plus tard les deux axes qui sont par rapport à cette problématique. Le deuxième, c'est la particule égale
Contamination alvéolaire, là, ça va plus toucher effectivement l'impact d'une particule sur la qualité d'air intérieur des locaux, en particulier en cas de pollution particulière en fonction des conditions météorologiques. Donc, si on revient sur le premier sujet, la particule contamination virale, on a un premier sujet qui concerne la contamination mal portée. Aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal d'informations sur ce sujet qui indiquent effectivement que le plus efficace, ce sont les gestes barrières et la distanciation sociale. Le deuxième axe concerne la contamination aéroportée. Donc, comme je vous disais, un virus a besoin effectivement d'une particule solide pour se déplacer. Donc, ça, c'est le sujet qui va nous occuper là, dans les slides suivantes. Et puis, le troisième point, au niveau de la déclinaison par rapport aux particules, c'est tout ce qui est particules fines. Donc, particules fines qui a un impact directement sur notre santé, puisque en fonction des tailles particulières et des particules fines, ces particules rentrent directement dans notre organisme par le biais des alvéoles pulmonaires et ces particules sont tellement fines qu'elles rentrent directement dans notre sang. Donc, effectivement, ça devient un enjeu de qualité d'air. La qualité d'air devient un enjeu très particulier pour la santé. C'est pour ça qu'on distinguera effectivement dans ces deux cas, la particule aéroportée se traite par une maîtrise de la filtration. Faisons un focus sur les différents types de ventilation centralisée existantes standard. Premièrement, la plus pratique d'un point de vue risque de contamination, c'est le fonctionnement des systèmes en tout air neuf. Là, fatalement, on prend 100% de l'air à l'extérieur qui, bien heureusement, n'est pas contaminé pour être insufflé dans chacun des bureaux et extrait de manière totalement indépendante de l'air neuf. De ce fait, la consommation énergétique est énorme, avec des demandes sur les batteries chaudes et froides, selon les saisons, bien sûr. Mais par contre, la qualité d'air intérieur est optimale. Après, nous avons notre système dit à recyclage. Système à recyclage, il existe tout simplement pour solutionner des problèmes liés à la consommation énergétique. Donc, il y en existe de différents types. On peut l'avoir avec cuisson de mélange, comme indiqué au milieu en haut, où là, une partie de l'air est repris avec un pourcentage d'air neuf qui est ajouté pour l'aspect réglementaire. Il y a également de même type des récupérateurs à roue ou des systèmes avec échangeur à plaques. Donc, certes, l'avantage de la consommation énergétique, mais comme pour tout, il y a une contrepartie qui va être le risque potentiel de contamination via recyclage, puisque l'air va passer à travers le filtre, et nous verrons plus tard, malheureusement, ils ne sont pas toujours efficaces vis-à-vis de tout cela. Donc, on a une détérioration de l'AQI et une augmentation du risque de la contamination. Maintenant, rentrons dans le détail des fonctionnalités d'une centrale de traitement d'air. Nous avons différents éléments qui composent une centrale avec différentes fonctions. Premièrement, on en parlait tout à l'heure, c'est l'amener du débit d'air neuf réglementaire via un registre sur l'air neuf. Ensuite, nous avons également le rôle de la filtration. Bon, c'est une palissade, mais évidemment, c'est avec des filtres à air. Et l'autre rôle de la centrale va être d'apporter du confort thermique dans les locaux. Donc, avec batteries froides et batteries chaudes pour chauffer, refroidir, voire déshumidifier. Enfin, nous attirons également notre attention là-dessus vis-à-vis de l'équilibrage des réseaux hydrauliques. Malheureusement, ce sont souvent les parents pauvres du métier. Nous en savons quelque chose. Par ailleurs, le ventilateur, bien évidemment, certes, va profiter pour reprendre l'air repris et amener l'air neuf, mais surtout, il amène le débit général au niveau de la gaine de soufflage, au refoulement. Et puis ensuite, on a un méthode de brassage des locaux qui est assuré par un équilibrage aérolique qui doit être optimal. Là aussi, nous savons quelque chose puisque c'est notre métier initial.
Pour cette explication, nous avons identifié les 5 parties principales composant le système de traitement d'air à recyclage. Maintenant, si nous rentrons un petit peu plus dans le détail concernant la filtration, comme vous l'aurez bien compris, l'élément clé de notre argumentaire aujourd'hui. Si nous faisons un focus sur la filtration de manière usuelle sur nos systèmes de ventilation à recyclage et plus particulièrement dans les installations de tertiaire, on se retrouve effectivement avec un caisson de ventilation, comme l'a dit précédemment Olivier, avec des filtres, avec des batteries. Et la finalité, c'est de produire effectivement un air sain pour éviter la contamination du virus et en parallèle tout ce qui est maîtrise de la particule fine. En fait, on peut identifier dans les différentes filtrations présentes sur les centrales. En premier lieu, on a tout ce qui est filtration, ce qu'on appelle préfiltration. C'est des filtres en fait qui piègent des pollens et des poussières. Voilà. Pour information, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, on identifiera des poussières visibles à l'œil nu et des particules invisibles à l'œil nu. Donc, tout ce qui est poussière visible à l'œil nu sont piégés par des filtres, ce qu'on appelle des filtres gravinométriques et des filtres opacimétriques. On se retrouve avec effectivement des G, des F. À titre d'information, pour que tout le monde comprenne bien effectivement notre approche, on a essayé de synthétiser un petit peu l'efficacité particulière de chaque filtre, à la fois avec l'ancienne norme qui parle effectivement de micromètres et la nouvelle norme qui parle effectivement d'efficacité particulière en PM. Donc l'idée, c'est d'amener un focus là-dessus pour vous dire que voilà, la majorité des installations en tertiaire présentent ce système de filtration où ça va être du G4 et bien souvent du F7. On s'aperçoit qu'au niveau particulaire, le G4 a une efficacité très peu développée puisqu'on est entre 0 et 5% sur la filtration de particules de 0,3 microns. Le F7, lui, présente une variance de filtration un peu plus importante, mais reste quand même dans quelque chose d'assez moyen puisqu'on est de 45 à 60%. À partir du F9, on commence à avoir des pourcentages de filtration intéressants puisqu'on est sur des pourcentages de 75 à 85%. Mais vous l'aurez bien compris, si on veut aller un petit peu plus loin dans la démarche de purifier l'air par rapport à ces particules, à ce moment-là, il faut partir sur des filtres plutôt particuliers, ce qu'on appelle filtres particuliers, qu'on rencontre de plus en plus dans ces industries, on verra un peu plus bas. Et ces filtres, à un moment donné, piègent des particules qui elles-mêmes sont invisibles à l'œil nu, mais sont porteuses potentiellement de support pour les virus. Donc là, on identifiera 3 classes de filtres, les filtres EPA et les filtres ULPA. Et là, vous voyez qu'au niveau des pourcentages de filtration, on est nettement supérieur à tout ce qui est opacimétrique et gravimétrique, puisqu'on est sur du 0,3 micron. En prenant l'exemple d'un H14, on est sur 99,995%. Donc, on arrive à avoir de l'efficacité, effectivement, avec ces filtres particuliers. On s'aperçoit que l'efficacité sur la problématique du virus ne s'obtient qu'avec de la filtration EPA, d'où effectivement notre raisonnement. Pour du constat précédent, nous pouvons facilement associer l'efficacité des filtres au risque infectieux dans divers secteurs d'activité. Le plus emblématique et qui parlera à tout le monde est bien évidemment le secteur hospitalier, où tout ce qui va toucher les unités de stérilisation, bien évidemment les blocs opératoires, aussi ça parle à tout le monde, on utilise de manière usuelle des filtres de type H14 pour tout ce qui est salle classée. Des salles un petit peu moins connues du grand public, mais qui existent dans la plupart des grandes CHU, sont les salles pour les maladies infectieuses et transmissibles, les chambres mythes, ou fatalement, sur l'extraction, pour limiter la propagation du virus vers l'extérieur, nous avons des filtrations également de type H14. Tout ce qui va toucher également aux industries pharmaceutiques, comme pour la production d'injectables et bien évidemment de médicaments. Là aussi, les productions sont faites sous flux laminaire et également
avec toujours pareil, une filtration type EVA. Là, c'est pour vraiment, dans ces milieux-là, c'est pour protéger la santé et le développement des produits. Après, on a la particularité où, sur certaines industries, pour des raisons de fiabilisation de la production, que ce soit en microélectronique et sur tout ce qui est optique de pointe, nous avons également des filtrations de même type. Et enfin, au niveau de laboratoires de recherche et développement, bon nombre sont équipés de manière obligatoire avec des filtres toujours pareils, de même typologie, que ce soit des laboratoires de type P3, que nous avons beaucoup parlé, qui sont également, les opérateurs sont également protégés par des PSN, qui sont des postes de sécurité microbiologique, équipés de ces filtres-là. Donc, en synthèse, à la lecture de ces exemples, nous pouvons noter un grand nombre d'applications sont sensibles à la maîtrise particulière, travaillent avec la même typologie de filtres pour se prémunir de virus notamment. Maintenant, si nous réalisons un petit focus sur l'actualité au niveau de la contamination aéroportée, on constate ces derniers mois, voire ces dernières semaines, une accélération sur l'interrogation de différents experts, que ce soit des experts, dans le milieu médical ou même des experts aujourd'hui dans le milieu de la ventilation au travers de différentes associations. Il est facile de lire aujourd'hui que tout le monde un petit peu s'interroge sur la contamination aéroportée par rapport à ce qu'on vient d'évoquer précédemment, en particulier sur les particules. Donc, je vous ai mis des exemples en fait de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, de manière à ce qu'on puisse discuter. Mais voilà, il y a pas mal de gens qui s'interrogent, en particulier. Voilà, je vous ai mis le quotidien du médecin qui explique effectivement l'impact potentiel sur la propagation du virus par rapport à tout ce qui est système de ventilation. Donc, il y a une approche qui est très intéressante qu'ils ont effectivement et qu'on partage totalement dans notre analyse. Le deuxième focus, en fait, c'est concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes, où on s'aperçoit là depuis, c'est pas plus tard que cette semaine, il y a eu des fonds qui ont été alloués, l'équivalent de 10 millions d'euros, par la région pour équiper certains établissements avec des purificateurs d'air. Donc, si vous lisez effectivement cet article qui est aussi très intéressant, en termes de purification d'air, il y a différents systèmes qui existent, mais aujourd'hui, nous, notre analyse, elle est vraiment, et vous le verrez dans les slides suivantes, on est vraiment sur tout ce qui est centralisé et pas forcément des purificateurs d'air indépendants, puisque par rapport à notre approche, les purificateurs d'air indépendants traitent effectivement chaque local, mais ne parviennent pas à maîtriser la contamination aéroportée dans un système centralisé. Alors, l'actualité nous amène fatalement à nous interroger sur la contamination aéroportée, bien sûr, et nous allons transposer au vecteur de la contamination qu'incarne la ventilation centralisée à recyclage. Alors, nous avons fait le choix là, de partir sur un système, un cas pratique usuel. Là, typiquement, des bureaux séparés. Nous avons 3 bureaux individuels. Malheureusement, une des personnes, le bureau tout à gauche, est infectée. Bien évidemment, il n'en est pas au courant, ce qui est malheureusement le cas avec cette année coronavirus. Et de fait, il est tout de même au bureau. Et nous sommes dans le cas qui nous intéresse, nous, ma prime, dans le cadre d'une situation avec traitement d'air avec recyclage. Donc, potentiellement, il apparaît évident que les polluants vont pouvoir faire le tour de la centrale, ne pas être bloqués ou alors bloqués partiellement par des filtres de type F7 et donc être potentiellement contaminants vis-à-vis des autres bureaux. Donc, nous avons également fait une étude documentaire qui montre que différentes études démontrent que le passage en tout air neuf est un impératif. Donc, ça fait un petit peu le lien avec ce que je vous ai dit précédemment. Alors, oui, c'est une solution évidente, mais au premier abord uniquement, puisque enlever le recyclage nécessite à ce moment-là que
la gaine soit dimensionnée correctement vis-à-vis de la menée d'air neuf, notamment pour des raisons de bruit, parce que fatalement les vitesses vont augmenter et les tôles vont vibrer potentiellement, et du coup des pertes de charge qui peuvent être associées. Et là il peut y avoir du coup un effet vis-à-vis du ventilateur qui n'est pas dimensionné initialement pour cela. Mais nos plus grosses craintes, de manière générale, sont plutôt liées aux batteries, qui, en période de chaud ou de froid, vont fatalement être en limite. Si nous devons réguler autour de 20 degrés à l'intérieur par les températures hivernales ou estivales, les demandes en termes de puissance peuvent potentiellement être énormes. Nous avons lu et entendu régulièrement également, de par nos clients, qu'ils ont fait désinfecter les locaux et les gaines de ventilation. Alors certes, ça nous apparaît comme logique, bien évidemment, mais cette solution-là n'est pas une solution à long terme. C'est vraiment du curatif ponctuel. On peut nettoyer aujourd'hui un local et bien évidemment, le lendemain, un collègue rentre en étant infecté et recontamine tout le système de ventilation. Donc, nous n'avons pas, avec cette solution-là, une solution pérenne. Voilà. Maintenant que nous avons posé la problématique, nous allons vous décliner notre solution. Alors, au niveau de la solution d'amélioration de la filtration, elle se décompose en plusieurs étapes. La première étape correspond à la mise en place, effectivement, d'un caisson de filtre au niveau des soufflages, au niveau de la sortie des caissons de ventilation. Caisson de filtre qui aujourd'hui est installé, peut être installé en gaine de ventilation, sur une gaine de ventilation. Ce caisson de filtre, fatalement, pourquoi le placer au soufflage? Parce qu'en le plaçant au soufflage, ça nous permet à un moment donné de répondre à deux problématiques. La première problématique a été évoquée précédemment par Olivier, c'est-à-dire une personne dans un bureau qui présente une contamination et par un phénomène de recyclage, comme on peut le voir sur l'image, de particules. Ça nous permet, en mettant ce filtre en sortie de centrale, de piéger la particule directement en sortie de la centrale pour éviter la propagation dans les bureaux adjacents. Ça, c'est la première utilité. La deuxième utilité, je reviens un petit peu en préambule sur les premières slides où je vous expliquais que de plus en plus, on a des problématiques de particules fines, en particulier dans les grandes villes, avec des centrales qui aspirent effectivement des minimums d'air neuf, parce que l'air neuf aujourd'hui est obligatoire pour pouvoir avoir une bonne qualité d'air en fonction du nombre d'occupants dans les locaux. En cas de pic d'activité, météorologique qui favorise effectivement la concentration de particules fines, on peut aisément aujourd'hui, lors de ces pics, constater que la qualité d'air intérieur se dégrade. Donc, à l'entrée d'air neuf, les particules rentrent par rapport à un pic de pollution et sont piégées aussi par la barrière de filtration au niveau du soufflage. Donc, on s'aperçoit que cette solution, elle a effectivement un intérêt à la fois sur la barrière pour tout ce qui est particulière au niveau véhiculé, pour support, pardon, pour véhiculer des virus, et aussi pour tout ce qui est particules fines. C'est pour ça que, en fait, au niveau des points positifs de cette solution, on se retrouve effectivement avec une barrière physique aux particules qui peut être aussi complémentaire avec une désinfection des locaux ou une désinfection des gaines. Mais là, en fait, on est sûr de mettre une barrière. Derrière, un deuxième axe qui vise à diminuer la contamination microbiologique, puisque vous l'aurez bien compris, dès lors où on piège les particules, on piège le vecteur de contamination. Troisième point, c'est fatalement l'amélioration de la QAI, par le fait qu'on est capable aussi de piéger les particules qui rentrent sur l'air neuf. Et puis, un point aussi important, c'est qu'on amène aussi avec cette solution, on considère, nous, une polyvalence de l'installation, sur l'installation. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, une fois que la barrière de filtration et que les caissons filtres est posée, l'opérateur ou le propriétaire du bâtiment ou le mainteneur peut arbitrer sur la mise en place de filtres à des moments opportuns. On va prendre effectivement peut-être un risque pandémique, pourquoi pas, ou effectivement un épisode
de particules fines dans l'atmosphère par rapport à des conditions météorologiques qui ne seraient pas optimales. Donc, en fait, cette solution-là, elle apporte de la polyvalence parce qu'on peut potentiellement mettre les filtres ou les sortir de manière à s'adapter aux conditions. Alors, bien sûr, il y a aussi des axes de vigilance à avoir sur le déploiement de cette solution. Le premier axe de vigilance qu'on pourrait clairement identifier, c'est effectivement, il faut quand même accroître la vigilance sur l'entretien de la préfiltration. Aujourd'hui, il est évident que rajouter un filtre absolu en sortie de centrale nécessite effectivement un entretien beaucoup plus pointu sur les éléments de préfiltration. L'expérience nous montre que, comme on travaille pas mal dans tout ce qui est hospitalier et même au niveau de salle propre, des filtres absolus, ça dure longtemps. Il ne faut pas les changer, les clients ne les changent pas tous les ans, fatalement, mais il y a quand même une attention particulière à avoir sur les éléments de préfiltration. Le deuxième point où il y a un axe de vigilance, c'est effectivement comment le ventilateur existant peut supporter la perte de charge du caisson filtre additionnel. Et là, soit effectivement on est capable, le ventilateur est capable d'encaisser cette perte de charge supplémentaire, soit il n'est pas capable. Auquel cas, si effectivement il n'est pas capable, on arrive au deuxième volet de la solution qui vise à compenser la perte de charge du filtre comme suit. Donc là, au niveau de la compensation des filtres, donc le deuxième volet de notre approche, c'est la possibilité de procéder à des changements de ventilateur pour encaisser cette augmentation de perte de charge. Donc, l'intérêt de cette solution, c'est de dire, voilà, j'ai plusieurs intérêts à ça, c'est que je pallie, en changeant mes ventilateurs, je pallie à un moment donné à la compensation de la perte de charge, mais l'idée, c'est de procéder aussi à ces changements de moteur de manière à quand même avoir des moteurs plus performants énergétiquement. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la possibilité de faire de la redondance. Aujourd'hui, quand on procède à des changements de ventilateurs chez des clients, on propose aussi ce phénomène de redondance, c'est-à-dire d'enlever un moteur existant et de poser des murs de ventilateurs qui vont permettre à un moment donné, selon le process derrière, donc on va très bien imaginer aussi ça sur du tertiaire, qui vont pouvoir, on va pouvoir à un moment donné anticiper un phénomène de redondance, puisque en enlevant un moteur et en mettant plusieurs, on est capable de maintenir soit les débits d'air contractuels, soit de passer en mode dégradé, mais en aucun cas, on aura une absence de ventilation en cas d'avarie moteur ou en cas d'avarie ventilateur. Donc ça, c'est quand même un point important. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, les motorisations qu'on propose permettent aussi d'enregistrer différents paramètres environnementaux tels que l'intensité, la puissance, la vitesse de rotation. Ça, c'est quand même un point important, surtout aujourd'hui dans les démarches où on est de plus en plus attentif sur nos installations à maîtriser les comptages énergétiques. Donc ça, c'est aussi un point important. Un autre point qui vise aussi à diminuer les niveaux sonores. Aujourd'hui, avec les nouvelles motorisations, on a quand même des niveaux sonores qui sont nettement abaissés par rapport à tout ce qui est poulie courroie, ventilateur centrifuge, action ou réaction, bien entendu. Au niveau des gains de maintenance aussi, on a des gains de maintenance qui sont non négligeables puisque ces nouveaux types de ventilateurs ne nécessitent plus de changer des courroies, d'être attentif sur la tension des courroies. Donc, il y a des gains quand même qui sont non négligeables. Et puis, pareil, en cas d'avarie de mototurbine, il est plus aisé aujourd'hui de changer des ventilateurs qui pèsent entre 17 et 30 kg plutôt que de changer un gros ventilateur ou intervenir sur des paliers de moteur asynchrone dès lors où on a de la forte charge. Et enfin, pour conclure là-dessus, sur les avantages, il y a aussi une compensation de l'encrassement des filtres qui peut être, qui est native aujourd'hui dans les moteurs, puisque chaque moteur est équipé de manière native de variateurs intégrés.
et qu'on a une multitude de possibilités pour raccorder ces moteurs en termes de régulation. Vous l'aurez compris, notre solution s'articule autour de ces deux axes qui sont la pose de filtration et la compensation, le cas échéant, de motoventilateurs plus performants pour à la fois compenser les pertes de charge et à la fois améliorer la performance énergétique. Venons-en maintenant à la déclinaison de la mise en œuvre de notre process. Étape 1. La mise en place d'une caisson de filtration et pas au soufflage. Maintenant, nous souhaitons d'être convaincus de l'utilité. Étape 2. Si nécessaire, rétrofit des motoventilateurs avec des pertes de charge associées à combattre. Et puis après, nous avons bien évidemment des prestations complémentaires, si nécessaire, mais nous sommes aussi là pour les proposer tout simplement. La partie étanchéification des réseaux, soit soufflage et extraction, en vue de limiter l'impact des fuites sur les aspects performance énergétique, et également sur la répartition des débits d'air réglementaires via l'étape 4 qui consiste à faire le rééquilibrage du réseau aérolique. L'objectif final en fin de mission est donc de régler, de relever les performances fonctionnelles et réglementaires pour clôturer cette prestation que ma prime mène toute seule en préambule. Si maintenant nous faisons un petit focus sur l'aspect pratico-pratique du déroulement de ces 4 étapes. La première étape, vous l'aurez bien compris, c'est l'installation effectivement d'une filtration absolue en sortie de caisson de ventilation. À titre d'exemple, vous avez quelques photos, en particulier l'exemple d'installation que vous visualisez là à l'écran. Voilà, c'est une installation qu'on a faite il n'y a pas si longtemps que ça, où effectivement on est parti sur la pose de caissons filtres appelés bagging, bag-out, qu'on voit surtout dans l'industrie et qui nous permettent aujourd'hui de répondre aussi à ces contraintes de virus, puisqu'en fait, ce type de caisson permet à l'opérateur de changer les filtres qui potentiellement sont infectés en toute sécurité, puisque ces caissons-là sont équipés de poches plastiques où l'opérateur, à un moment donné, lors du changement des filtres, ne prend pas de risque, sachant que le filtre vient se déposer automatiquement dans une poche plastique et après peut partir potentiellement dans une filière de recyclage. Les étapes que nous proposons sur effectivement cette mise en place de filtre. Alors, les étapes sont multiples. La première, effectivement, typiquement, systématiquement, nous faisons un audit des installations, mesure de performance, une étude de faisabilité d'implantation mécanique, parce qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les installations ne peuvent peut-être pas prévoir pouvoir accepter effectivement ces caissons. J'en reviens tout à l'heure à la slide précédente où je vous disais effectivement qu'il y a une notion de perte de charge. Il est évident aujourd'hui que la notion de perte de charge sur le ventilateur, elle va être directement et intimement liée en fait à la place qu'on pourrait potentiellement exploiter en termes de taille sur de la filtration. En clair, plus effectivement on va avoir de place, plus on va pouvoir mettre une barrière filtrante absolue, assez grande, et limiter fatalement l'impact sur le ventilateur. La troisième étape vise effectivement à faire une fourniture et une pose du caisson des filtres. L'étape suivante vise à installer un indicateur d'encrassement pour pouvoir piloter et maîtriser l'encrassement de ce filtre de manière à maintenir son efficacité. L'étape suivante va viser à faire une qualification de manière à valider à la fois le montage et aussi que le filtre fait bien son effet. Donc ça, on procède à des tests d'intégrité de filtre du montage. Et puis pour clôturer l'étape 1, on procède bien entendu à un rapport de conformité pour attester que l'ensemble du montage est réalisé conformément aux règles de l'art et que la filtration est opérationnelle. Donc ça, c'est la première étape.
Maintenant, si on regarde effectivement la deuxième étape, en fait, vous voyez, il y a des photos, on a mis des photos de rétrofit qu'on a déjà opérées sur des installations. Cette deuxième étape vise à changer des moteurs existants, donc vous pouvez le voir avec des poulets courroies, et de mettre des murs de ventilateurs avec des ventilateurs dits mototurbines avec intelligence intégrée. Donc, dans le déroulé, on est à peu près comme dans l'étape 1. Hein. Ça nécessite fatalement de faire un audit sur l'installation pour faire un relevé de performance. Relevé de performance qui va nous être fort utile pour dimensionner le ventilateur et appréhender aussi le besoin existant et le besoin futur dans l'optique de rajouter un caisson filtre au soufflage. L'autre étape vise à faire une étude de faisabilité sur l'implantation mécanique dans le caisson. Il est évident que la plupart du temps, on est capable d'insérer plusieurs moteurs, mais en fonction de la taille du caisson, des fois, c'est un petit peu difficile, donc ça nécessite une petite étude. Une étape aussi clé, c'est l'étude de faisabilité d'implantation électrique et automatisme, puisque ces moteurs-là, il va falloir à un moment donné les raccorder au système existant des installations de pilotage, aussi bien électrique que de régulation. Donc là, il y a beaucoup de possibilités, aussi bien avec des communications en bus terrain. On a pas mal de possibilités à ce niveau-là, et y compris avec des interfaces pour limiter l'impact sur des systèmes de GTC existants. Une fourniture et de la pose, bien entendu, et puis une mise en service des moteurs et du pilotage associé. Et puis, pour conclure cette prestation, un rapport de mise en service en bonne et due forme avec les performances avant changement et les performances après changement. Ça clôture notre étape 2. Au niveau de l'étape 3, comme disait Olivier tout à l'heure, on est sur une étape qui vise à améliorer la performance de gaine de ventilation. Alors, pourquoi on rattache effectivement cette étape 3 à l'étape 1 et 2 parce que l'expérience nous montre que sur des sites où il y a des problèmes de qualité d'air, on s'est aperçu que bon nombre d'installations réalisées il y a à peu près une quinzaine d'années présentent des défauts d'étanchéité d'air de gaine. Et on s'aperçoit que dans bon nombre de systèmes, surtout en tertiaire, on a des gros soucis en fait pour amener l'air au bon endroit. C'est-à-dire que même si les centrales d'air délivrent bien le bon débit, les fuites présentes sur les gaines de ventilation ne permettent pas d'amener l'air dans les bureaux et de ce fait créent pas mal de problèmes sur la qualité d'air des installations. Les gens se plaignent effectivement pour des sentiments d'inconfort et cette solution-là nous permet de corriger ces problèmes. En rendant étanches les gaines, on arrive effectivement à ramener beaucoup plus de débit à périmètre équivalent avec la centrale dans les locaux. Et enfin, la quatrième étape, c'est une étape effectivement de réglage où là, en fait, l'idée, c'est d'apporter des solutions effectivement en fonction des trois étapes précédentes, des solutions qui viseraient à faire des mesures et des réglages sur les débits d'air neuf réglementaires. J'attire l'attention un peu de tout le monde. Aujourd'hui, les débits d'air neuf, tout à l'heure, on parlait des experts en ventilation ou même des médecins. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous lisez un petit peu l'actualité, mais il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent effectivement sur l'augmentation des taux d'air neuf qui sont au niveau français relativement anormalement bas dans les textes par rapport à des volumeurs et ainsi de suite et l'occupation des personnes. C'est vrai qu'au niveau européen, en fait, par rapport à d'autres pays, nous, on a des taux d'air neuf en France qui sont relativement bas. Ces taux d'air neuf nous pénalisent aujourd'hui en cas effectivement de pandémie, puisqu'en fait, derrière, ça concentre effectivement l'aspect des particules. Les particules, effectivement, si on n'a pas assez de brassage et assez d'air neuf, en fait, on concentre trop
les particules qui peuvent être infectées. Et puis aussi au niveau qualité d'air, aujourd'hui, avec tous les solvants qu'on a dans les bâtiments, que ce soit des cols à la construction, le fait d'avoir un mauvais taux d'air neuf, eh ben, ça ne permet pas de dissiper effectivement les polluants. Donc j'attire votre attention là-dessus, c'est très très important. Après, au niveau des équilibrages aéroliques du réseau, bien entendu, là-dessus c'est pareil, on est capable d'apporter des solutions pour remettre à plat les équilibrages dans certains bâtiments. Et puis en conclusion, bien sûr, de toutes ces étapes, c'est les mesures in fine, bien sûr, sur les mesures environnementales. Donc tout ce qui est CO2, la température et la microbiologie. Voilà pour ces 4 étapes. En synthèse, voici une consolidation globale de notre approche sur le sujet du jour. Nous espérons avoir apporté un éclairage concis sur notre solution. L'objectif de ce slide n'est pas de vous la commenter, mais juste de vous laisser regarder en rappel vis-à-vis de notre façon de procéder habituelle, où on part toujours d'une phase d'audit pour arriver à résoudre des problèmes et, si possible, continuer à travailler avec vous sur le long terme. Voilà, nous restons bien évidemment à votre écoute pour toute demande particulière. Voilà, nous passons maintenant à la phase de questions. Allez-y, à vos claviers. Bon, en tout cas, merci de votre attention. Je pense qu'on est dans le timing. Comme on vous a dit, c'est quand même une première pour nous. Donc, ben, c'est bon, on a tenu à peu près 40 minutes. On est à peu près dans le timing. Je rejoins un peu Olivier sur l'aspect j'espère que l'éclairage qu'on a apporté, effectivement, est positif pour vous. Maintenant, on passe à la phase question. Donc, je vais essayer d'ouvrir l'interface pour qu'on puisse voir vos questions. C'est parti. Donc, merci bien. Question. C'est parti. Au niveau des pour les infos. D'accord. Donc, phase de questions. Pour l'instant, il y a une question. Alors, non, sur l'interface question. Alors, je n'ai pas de. Pour l'instant. Là. Au niveau de la fréquence des changements des filtres, question 1. Tous les combien allons-nous devoir changer des filtres EPA tels que proposés dans votre solution? Alors, oui, effectivement, merci pour la question. Au niveau de la fréquence des filtres EPA, comme je vous disais tout à l'heure, il est évident que les filtres EPA doivent faire on doit avoir une attention particulière sur leur encrassement. La fréquence, proprement dit, dépend effectivement de l'environnement dans lequel la centrale évolue. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la préfiltration est un élément quand même capital dans la durée de vie du filtre EPA, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est filtre G4 et F7 en particulier doivent être changés régulièrement en fonction de leur encrassement pour augmenter la pérennité du filtre H14, parce que derrière, c'est ce qui va faire effectivement que le filtre va rester, avoir une durée de vie assez importante. Et je vous disais aussi l'environnement de la centrale, il est important quand effectivement si vous avez une centrale qui est proche du périph' à Paris ou comme à Bordeaux, il est évident que là la fréquence des filtres, mais ça vaut aussi pour les filtres F7, hein. C'est pas que pour les filtres EPA, hein. Ça vaut aussi pour ces filtres-là. Je pense qu'effectivement la fréquence doit être beaucoup plus soutenue en termes de changement. Alors, on a une question sur la solution, est-elle la seule sur le marché? Non, elle n'est pas la seule sur le marché. Aujourd'hui, cette solution-là, je vous invite à aller voir aussi sur le site de la région Rhône-Alpes par rapport à ce que j'ai diffusé tout à l'heure. Ils ont débloqué des fonds. Il y a beaucoup de solutions, effectivement, pour purifier l'air.
Il y a des lampes UV aussi. Il y a du plasma froid au niveau de l'ozone. Il y a la photocatalyseur de mémoire. Alors, aujourd'hui, on n'est pas expert dans ces solutions-là. Ce que je peux dire, c'est que bon, la lampe UV et le plasma froid, aujourd'hui, pour moi, effectivement, je pense que l'efficacité pour tuer les virus est quand même, je pense, avérée. Après, on n'a pas du tout sur la même solution, c'est-à-dire que pour moi, les lampes UV et le plasma froid ne détruisent pas les particules. Donc, nous, notre solution, on piège les particules. Il y a un double intérêt, c'est à la fois de piéger les particules qui sont contaminées, mais à la fois de piéger aussi les particules fines pour améliorer la qualité d'air. Donc, en fait, nous, on va dire que dans notre solution, on a une fonction 2 en 1, alors que les lampes UV ou même le plasma froid, je doute fort aujourd'hui que ça détruise les particules. Voilà. On a une nouvelle question. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail votre process d'étanchéification des réseaux de gaines? Alors, oui, plus en détail. Au niveau de l'étanchéification des réseaux de gaines, il y a, le process est assez simple. C'est-à-dire qu'on vient bouchonner l'ensemble des diffuseurs. On vient raccorder une machine où on met de l'air en pression, on injecte de l'air dans la gaine qui est bouchonnée et derrière, on vient injecter dans cette gaine un mélange d'air et de résine chauffée sous forme de vapeur. Et la particularité de cette vapeur, c'est que derrière, elle est véhiculée dans la gaine et au niveau de l'accélération des vitesses, puisqu'on est en pression dans la gaine par rapport à l'extérieur, au niveau de l'accélération de vitesse, au niveau d'une fuite, on a les particules adhésives qui sont contenues dans cette vapeur qui vont se lier les unes aux autres pour venir colmater la fuite. Le phénomène est assez bluffant aussi. C'est le principe un peu de la bombe anti-crevaison pour les pneus. Et une fois que le produit s'est déposé, uniquement sur la fuite, il ne se dépose pas sur toute la surface de la gaine. Une fois que le produit s'est déposé, il ressemble un petit peu à du silicone translucide, avec la particularité qu'il reste toujours un peu souple. Il n'est jamais, c'est pas un mastic, donc il n'est jamais cassant. C'est pour ça qu'on peut assurer effectivement que la solution est pérenne dans le temps, puisqu'il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Alors, là, on a une question qui est un petit peu longue. Doit-on prévoir un changement des batteries chaudes et des batteries froides qui ne sont peut-être pas dimensionnées pour les nouveaux débits d'air entrants? Alors, comme on disait tout à l'heure, la solution, là aujourd'hui, la question qui nous est posée, c'est est-ce que lorsqu'on change les moteurs, on enlève des mototurbines à courroie par des moteurs, la question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'on doit prévoir un changement des batteries en même temps? Non, dans notre solution, il n'y a pas de changement de batterie à prévoir, dans la mesure où il y aurait des changements à prévoir des batteries, si toutefois on était dans l'obligation de passer en tout air neuf, comme l'a indiqué tout à l'heure Olivier. Si bien sûr on était dans l'obligation de passer en tout air neuf, il est évident que les tailles de batterie, la puissance des batteries n'ont pas été dimensionnées pour traiter l'intégralité du débit nécessaire en tout air neuf, avec des conditions extérieures en hiver et en été extrêmes. Donc là, effectivement, si on passe en tout air neuf, le risque, c'est que les batteries soient trop petites. Aujourd'hui, notre solution, justement, on reste à périmètre équivalent sur l'air neuf, avec le minimum d'air neuf calculé initialement, puisque notre solution piège les particules. Donc, on n'a pas nécessité de passer en tout air neuf. Voilà. J'espère avoir répondu effectivement à cette question. Autre question.
En termes de budget, combien peut coûter une installation sur une CTA de 5000 m3 environ? Alors, le budget est variable dans la mesure où on a un peu de retour d'expérience là-dessus. Sur une CTA à l'époque où on a fait une cotation pour un client où en fait il y avait deux ventilateurs de mémoire, deux ventilateurs avec une barrière de filtration au soufflage pour, je crois que c'était une centrale qui était, je crois, dans les 6000 m3. L'enveloppe avec la nouvelle motorisation optimisée, plusieurs moteurs, plus effectivement la pose du caisson, de mémoire, on était dans une fourchette aux alentours des 20 kW. Voilà. Avec uniquement sur la filtration et les moteurs. C'était pas un projet qu'on avait chiffré avec l'étanchéification et puis la reprise de tous les réglages de l'installation. On faisait juste un focus sur les questions de ventilateur. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. On a une autre question. Comment savoir s'il faut un filtre H13 ou un filtre H14? Alors, bon, vous verrez, on essaiera de diffuser à tous les participants, je ne sais pas par quel moyen encore aujourd'hui, on essaiera de vous diffuser la présentation. Vous verrez qu'entre le filtre H13 et le filtre H14, au niveau efficacité, on est relativement proche. Donc, moi, je serais d'avis, effectivement, de dire, mais voilà, qui peut le plus, peut le moins. En perte de charge, entre un filtre H13 et un filtre H14, on n'a pas beaucoup d'écart. Par contre, effectivement, en termes de performance, moi, je préconiserais effectivement un filtre H14 plutôt qu'un H13. J'espère avoir répondu aussi à cette question. Je tourne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok, comment s'élever les cartes de charge supplémentaires engagées par la filtration? Alors, j'ai une question concernant à combien sont estimées les pertes de charge supplémentaires engendrées par les filtres. Eh bien, là, c'est pareil, c'est variable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un filtre H13 ou un filtre H14 à son débit nominal présente une perte de charge en filtration propre, voire semi-encrassée, aux alentours de 250 pascal. À peu près chez tous les fabricants, puisque la maille filtrante reste la même. Il est évident que, ça c'est à son débit nominal, il est évident que plus on a de place dans le local technique pour mettre beaucoup de filtres, plus l'impact de la perte de charge sur la barrière s'en voit effectivement amélioré. Si on met qu'un seul filtre en lieu et place pour passer effectivement le débit nominal du filtre, il est évident qu'on va rajouter en moyenne une augmentation de 300 pascal à peu près sur le ventilateur. Plus on va pouvoir mettre des filtres, vous aurez bien compris, plus on va diviser effectivement le débit de passage sur l'ensemble de la maille filtrante. Donc plus on va avoir une surface de passage plus importante, plus on va réduire effectivement l'impact de la perte de charge. Voilà, j'espère avoir aussi répondu à cette question. Voilà. Autre question, quelle est la durée d'intervention pour l'installation d'un process comme celui-ci? Ouais, alors la durée d'intervention pour un process comme celui-ci, il y a une grosse phase de préparation, c'est-à-dire que c'est pour ça que les phases d'audit, aussi bien dans l'étape 1 que l'étape 2, sont fondamentales. C'est-à-dire que aussi bien sur la faisabilité d'intégrer le caisson filtre ou la faisabilité d'intégrer effectivement une nouvelle motorisation, ces deux phases passent par une phase d'audit qui est indispensable à la fois pour les relevés de performance, mais aussi qui nous permet systématiquement de faire une étude de faisabilité. Cette étude de faisabilité, c'est la première étape avant que le client nous donne le go effectivement pour poursuivre le process. Et cette étape-là, à un moment donné, une fois qu'on a le go, on a énormément de phases de préparation en amont
en amont, hein, c'est-à-dire que ben, voilà, il y a les moteurs, il y a toute la phase étude, toute la phase effectivement de préparation d'intégration mécanique, aussi bien sur les gaines de transformation pour raccorder les caissons que tout l'aspect tôle à mettre en œuvre pour le supportage des moteurs. Et aussi l'aspect pilotage électrique ou électrique et régulation qui doit être appréhendé avant. En termes d'arrêt d'installation, on essaye au maximum d'être le plus efficace possible. Dès lors où on arrête la centrale pour rétrofiter soit la partie moteur ou insérer les caissons filtres, si la préparation est bien faite et qu'on a toutes les données, c'est des opérations pour certaines centrales qu'on est capable de faire dans la semaine. Voilà, voilà. Alors, je n'ai pas connaissance aujourd'hui de questions supplémentaires. Écoutez, je pense que on va vous remercier. On va clôturer ce webinaire. C'était une première pour nous. J'espère que, encore une fois, qu'on a été bon et qu'on a été assez perspicace pour cet éclairage. En fonction de vos retours, on verra peut-être pour animer d'autres webinaires avec toujours effectivement cette approche qui nous anime aussi. Hein, c'est ce pragmatisme aussi, aussi bien dans les approches techniques que dans des approches effectivement un peu intellectuelles, où ce qui nous intéresse, c'est de trouver fatalement des solutions à nos clients et ce qu'on appelle des solutions pragmatiques. Voilà. Bon, merci Olivier pour cette presse. Merci à tous. Et puis merci à tous et au plaisir. Merci, au revoir.